Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 10h midi. On est ensemble pendant 2 heures avec vous. Nous sommes le jeudi 9 janvier. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et notre invité, c'est un champion, grand champion, Julien Arnaud. Bonjour. Champion de quoi, je sais pas, vous allez me le dire. Bonjour Valérie. Mais si, vous êtes un champion parce que j'ai découvert que vous aviez gagné 5 fois le grand concours des animateurs. Et puis il y en a un nouveau qui passe vendredi. Oui, je l'avais pas fait depuis longtemps. Et alors non, je vous dis pas. Si je vous le dis, je suis obligé de vous tuer. Vous avez battu Christophe Beaugrand ? Ah bah vous verrez. C'est vendredi, votre grand en tout cas, rival, Christophe Beaugrand. Oui, c'est un grand rival, tu parles. Ça veut dire quoi ? Non, mais ça veut dire qu'on est copains avec Christophe depuis toujours. On a commencé Piu Piu sur LCI. À l'époque, il y avait une certaine Valérie Expert qui nous chaperonnait aussi. Donc, non, on se connaît par cœur. Mais il y a une très belle émission, en tout cas vendredi, avec tout TF1 qui est là, des gens qui n'étaient jamais venus avant, Arthur, Nikos, pour les pièces jaunes en plus. Donc, il faut absolument regarder. Vous allez bien rigoler. Valérie, vous aurez battu à plat de couture. Oh bah c'est sûr. Moi, je mets mon veto à chaque fois pour qu'elle ne vienne pas, parce que sinon, elle est imbattable. Mais c'est une activité annexe, puisqu'on vous retrouve quand même, vous êtes journaliste. C'est pas mon boulot à plein temps quand même. On vous retrouve tous les soirs, du lundi au jeudi, de 22h à minuit sur LCI. Donc ma question, qu'est-ce que vous avez regardé à la télé hier ? Ça risque de faire flop tout à l'heure. Pour rien vous cacher, j'ai quand même jeté un œil sur le match du PSG. Parce que, quand même. Ouais. Vous allez nous raconter comment vous faites. Et puis, vous êtes également le présentateur du JT de 20h pendant les vacances, le joker de Gilles Boulot. Donc, vous n'avez jamais de vacances, en gros. C'est ça, je n'ai jamais de vacances. Vous voyez votre famille de temps en temps, parce que c'est pas facile. Mes enfants m'ont appelé monsieur il y a quelques jours. Là, ma maman, il y a un monsieur étrange à la maison. Non, mais je me débrouille, qu'est-ce que vous voulez ? On prend des vacances un petit peu en décalé, je les vois le week-end, et puis on arrive à trouver quand même des moments où on se croise. Est-ce que, donc, la télé, vous la regardez hier soir, vous êtes à l'antenne, donc vous préparez, mais quand même, hier, vous avez jeté un coup d'œil sur le match. J'ai regardé le match de foot du PSG parce que allez Paris, et puis parce que et puis en général j'essaie de me rattraper après, en fait. C'est pour ça que je me couche parfois un peu tard quand je rentre. C'est toujours difficile, vous savez bien, de s'endormir. Vous êtes fous, les Marseillais vont plus du tout vous regarder. C'est pas grave. Si. On continue. Après l'antenne, en général, j'aime bien regarder un petit truc, donc soit du replay, soit une petite série pour redescendre un petit peu. Hier soir, j'ai regardé un épisode de The Mandalorian, vous savez, la série qui est tirée. Vous connaissez pas ça? Non. C'est la série télé qui est sur Disney+, qui est tirée de l'univers Star Wars. Vous je me débrouille. Non, pour l'instant, Disney+, ça arrive au mois de mars. Bon, donc vous piratez, bravo monsieur. Pas du tout. Vous êtes privilégié. Hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences, 3 millions. En tout cas, c'est super, Mandalorian. 774 000 téléspectateurs, 16,7% de part de marché pour la série médicale New Amsterdam. C'est 500 000 de plus que la semaine dernière et 700 000 de plus que l'an dernier. C'est Rémi Pernelet qui me fournit tous ces chiffres avec Monsieur Chiffre qui connaît tout sur le bout des doigts. Deuxième position, c'est la nouvelle série française de France 2, Fête des Gosses, 3 252 000 téléspectateurs, 14,3% de part de marché. C'est 700 000 de plus que la semaine dernière. C'est un bon démarrage pour cette nouvelle série avec Fred Testo et Jonathan Lambert que nous recevions ici même lundi. Et Fred Testo qu'on reçoit lundi prochain. Absolument. Le foot, 1 916 000 téléspectateurs et 9% de part de marché pour France 3 pour donc ce quart de finale PSG Saint-Etienne. Mais il faut dire que c'était aussi diffusé sur Canal Plus Sport. Donc il y a certainement c'est plus compliqué quand c'est dispatché. Voilà, l'audience est dispatchée. Et puis le gadin, ce serait peut-être pour M6 avec Patron Incognito, 2 24 000 téléspectateurs, 1 million de moins que la semaine dernière et 700 000 téléspectateurs de moins que Maison à vendre. Voilà. Ça s'use un peu. Ça s'use un petit peu. À signaler le très bon score de Quotidien, 1 910 000 téléspectateurs. C'est chaque jour un peu plus pour Yann Barthès qui recevait notamment Laetitia Casta, et puis à signaler TMC qui était 5e chaîne hier avec le spectacle de Laurent Gérard en prime time, 1 173 000 téléspectateurs. Qu'avez-vous regardé hier soir? 0826 300 300. On a Léna en ligne avec nous. Bonjour Léna. Bonjour, vous avez regardé quoi vous hier? J'ai regardé New Amsterdam. Ah, vous êtes une fidèle de la série? J'ai commencé hier, du coup, il faut que je rattrape. Ah bon, d'accord, donc vous n'êtes pas fidèle. Donc, oui. J'ai découvert ça hier, mais et vous avez pas eu... c'est cool comme série. Vous n'avez pas eu envie d'aller regarder France 2?
Non, pas du tout. J'étais Pourquoi vraiment captivée par New Amsterdam. Bon, d'accord. Bon. La grande série médicale. La La grande série médicale, et ça de fonctionne TF1. toujours bien. Merci Léna de nous avoir appelés. Marc nous dit, moi j'ai regardé Magnum hier En replay. sur TV Braise, le sur vrai. TV Braise, Bah oui, le vrai évidemment. Magnum. Oui, le vrai Magnum. Vous avez regardé le nouveau Magnum, non? Non, Peut-être pas encore. Moi, j'aimais beaucoup l'ancien, c'est vrai. Donc, j'ai peur d'être déçu. J'aime autant pas le regarder. Non, Rémi nous a dit que c'était pas mal. D'accord, on va regarder. Donc vous regardez la télé quand? Oui, le soir en Je regarde la rentrant. télé le soir, Les je regarde séries. aussi le week-end les séries. Moi, j'aime beaucoup les séries. Voilà, c'est pas très original, mais je suis très client. Je viens de finir Jack Ryan aussi. Ça, j'ai le droit, Jack Ryan, Ça, c'est bon. Ouais. Que j'ai découvert. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais quand c'est fini, c'est super addictif. Et vous regardez les chaînes d'infos? Ou vous regardez que LCI ou quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes Non, pour être franc, c'est vrai que je les regarde pas trop quand je rentre, parce que bon, j'ai pas envie de m'en remettre une ressucée comme ça. Je sais à peu près ce qui s'y est dit, mais il se trouve que LCI, oui, je le regarde, ne serait-ce que parce que j'ai envie de savoir de quoi est faite la chaîne le matin quand je me lève, savoir quels sont les. Vous avez le réflexe télé le matin en vous levant? Après la radio, vraiment. Moi, c'est quand même d'abord la radio. Et puis ensuite, une fois que la radio se tarie un petit peu, aux alentours de 9h, 9h30, je fais un petit coup de télé pour voir les images qui correspondent à ce que j'ai entendu à la radio le matin. D'accord. Vous avez commencé quand à la télé? Quand est-ce qu'on vous a vu la première fois, Julien Arnaud, à la télé? C'était quand? La toute première fois, je vais vous raconter, c'était, j'étais pas encore dans cet univers. J'étais dans le public d'une émission présentée par Michel Fils sur Canal+. Vous savez, quand il faisait des espèces de grands forums, C'était à etc. 19h. Exactement. Et je me souviens, il y avait on faisait passer le micro dans le public et j'avais posé une question. J'étais tout fier. Je sais plus du tout à qui. Ah oui. Ouais, c'était il y a vraiment longtemps. J'étais tout jeunot. Et puis après? Après, c'était sur LCI. J'ai commencé par j'ai dû faire quelques petits flash sport le week-end, je crois. Et puis ensuite, j'ai commencé les flashs et les journaux sur LCI. C'était il y a un petit bout de temps déjà, en 98 ou 99, je pense. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai évolué dans le groupe, quoi, jusqu'à me retrouver face à plus de millions de téléspectateurs sur TF1. Voilà, sur TF1, on peut dire que vous êtes en tête des audiences, comme tous les journaux de TF1 d'ailleurs. Oui, c'est ça, ça marche. Ça marche plutôt, l'info de TF1 bien. marche très bien. Moi, j'ai fait les journaux là pendant les fêtes. Et alors, pendant les vacances, c'est toujours un moment un petit peu particulier parce que la concurrence n'est pas la même. Il y a des émissions qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui sont lancées. Donc, il y a des jeux de vases communicants. Donc, parfois, ça marche très bien, d'autres fois un petit peu moins bien. Mais en tout cas, on reste leader largement et surtout, on se fait plaisir avec des journaux qui sont sans cesse renouvelés. On essaie, même si. Oui, souvent... c'est pas toujours facile, ce que j'allais dire. Est-ce que pour que nos auditeurs de Sud Radio comprennent, celui qui présente le journal, c'est pas comme aux États-Unis où c'est un speaker qui lit des infos. Vous avez, vous, un choix, vous choisissez les sujets. C'est même ça qui est intéressant. Moi, je détesterais si ça suffisait. Enfin, d'ailleurs, effectivement, il y a souvent des gens qui me disent, mais vas-y, tu peux venir toute la journée, on peut se voir parce que tu arrives au boulot à 19h40 en fait, quoi. Non, on arrive au boulot à 8h du matin et on participe au choix des sujets, on tranche ensemble, on a une petite équipe, on fait ça à 3 ou 4 avec les chefs de service aussi qui viennent nous voir, qui nous proposent des choses et on les tranche. C'est ça qui est évidemment passionnant, de prendre cette matière brute qui est l'information et puis d'essayer de la tailler pour trouver un angle à creuser et puis d'envoyer les équipes de reporters et puis ensuite dans la journée il y a le suivi, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que tu as eu finalement, et puis le soir tout ça devient un journal, c'est une espèce de miracle permanent et c'est ça qui est génial, cette espèce d'équilibre. Moi je pense toujours quand je fais le journal, vous savez le numéro de cirque de celui qui fait tourner plein d'assiettes au-dessus de sa tête, c'est exactement ça un journal, c'est un équilibre permanent où on est sur tous les feux en même temps et tous les jours on se dit mais c'est pas possible, ça fera pas un JT ce soir à 19h57, en général il y a la moitié des sujets, les gens le savent peu, mais à 19h57 la moitié des sujets, si vous regardez sur le conducteur, ils sont pas terminés, ils sont pas encore validés. Certains sont même en voix en direct. Mais bien sûr, il y a la voix off est faite en direct. Absolument, oui, c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais quand on entend dans les JT, il y a un tel qui part au mixage, ou qui va faire une cabine, ça veut dire qu'il mixe effectivement le sujet en direct et les gens se disent mais c'est pas possible, c'est quand même TF1, tout doit être complètement cadré et tout, et effectivement tout est super cadré parce que nos journalistes sont des super pros, ils sont capables de faire ça sans que ça se voit. Gilles Boulot vous appelle pendant les vacances ou vous envoie des petits SMS, il vous regarde? Oui, on est en contact en général, moi pendant l'année, lui pendant les vacances, parce que c'est le 20h, je veux dire le 20h, quel que soit son présentateur, ça reste évidemment la marque forte. Il y avait un 20h avant lui et moi, il y en aura un après, j'espère en tout cas, et tout ça est préexistant si vous voulez, donc on essaie de faire vivre
vivre le journal. On essaie de faire en sorte que les spectateurs soient le moins perdus possible parce qu'ils ont leur repère. C'est important pour eux. Donc oui, on se parle. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça a bien pris? Est-ce que ça, au contraire, vous croyez que c'était bien et finalement, ça marche pas? Quel est l'état d'esprit en ce moment? Comment va la rédaction? Parce que c'est aussi très important. C'est une matière vivante aussi, la rédaction, les équipes qui travaillent. Donc oui, on se parle assez régulièrement là-dessus. C'est important. Oui. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Et hier, c'était l'événement sur toutes les chaînes françaises et même internationales, la conférence de presse de Carlos Ghosn. Et hier soir, à 22h30, vous aussi sur LCI, vous aviez une interview exclusive réalisée par François-Xavier Ménage, un Carlos Ghosn qui a tenté le tout pour le tout. Vous savez, je n'avais plus rien à perdre. J'ai pas de date fixée pour mon procès. Si le procès démarre, ça allait prendre 4 ou 5 ans. On m'interdit de voir mon épouse. On m'interdit de parler à certains de mes enfants. On me contrôle mes téléphones. J'ai pas le droit d'aller sur Internet. Je suis suivi tout le temps par des gens qui sont payés par Nissan. Quand je me suis aperçu que tout ça c'était monté, je me dis il faut que je quitte. Effectivement, j'aurais échoué, ça aurait été désastreux. L'autre scoop, c'était Brigitte Macron dans le Trésor de Jean-Pierre Pernaut pour le lancement de l'opération Piège jaune où elle reprend le flambeau de Bernadette Chirac à qui elle a rendu un vibrant hommage. Alors, il y a déjà des milliers d'actions des pièces jaunes grâce à l'action de Madame Chirac. Je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage encore aujourd'hui. Un immense hommage. Un immense hommage. Merci pour tout ce qu'elle a fait. Quand on va dans les hôpitaux, on voit les maisons des parents, on voit la place que grâce à elle, les familles ont pu prendre dans les hôpitaux. Merci madame, vous avez toute mon admiration et je vais essayer effectivement de faire comme vous et de relever encore de nouveaux défis. Dans Quotidien sur TMC, ils ont été à la rencontre du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et ils l'ont fait réagir, vous savez, sur la technique dite du plaquage, Valérie, et qui serait en cause. Ventral. Voilà, exactement, qui serait en cause dans la mort de Cédric Chouviat. Vous affirmez qu'il y a une technique qui a été opérée, personne ne le sait, si ce n'est vous. Donc à partir de là, il y a un magistrat qui est en charge du dossier. Et s'il est établi qu'une technique, quelle qu'elle soit, je ne suis pas dans l'affirmative comme vous, peut générer la mort d'un homme, évidemment, nous étudierons la question de suspendre cette technique. Et justement, le témoignage très, très émouvant de la femme de Cédric Chouviat, c'était hier dans cet avou sur France 5, et elle pense évidemment à leur fils. Pouvoir expliquer à mon petit dernier qui est toujours pas conscient, qui sait toujours pas qu'il va jamais revoir son papa, j'aurais voulu lui dire, certes, tu sais, papa, il est mort dans des circonstances très tragiques, mais justice a été faite. Tu sais, les méchants qui ont fait ça à papa, sois soulagé, mon fils, ils ont été punis. Et puis cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Alors vous savez Valérie, c'est le début de l'année, alors période oblige, c'est celle des vœux. Et la patronne de Radio France, Sybille Veil, quant à elle, elle a commencé à présenter ses vœux à son personnel, dont une partie est en grève. Et le chœur de Radio France a entonné le chœur des esclaves. Ambiance. De leurs inquiétudes pour leur situation individuelle. Évidemment, elle n'a pas pu faire ça. Ouais. Voilà. Ça va peut-être arriver ici dans ce studio, non? Il y a un chœur qui va arriver, non. Ah oui, nous, ça va, on n'est pas en grève. Carlos Ghosn, oui, c'était l'événement hier de la journée. Et puis, nous, donc, on a eu cette interview exclusive qu'on a pu passer dans le Grand Soir à 22h30. Vous savez que France Inter revendique aussi une interview exclusive. Hier, Cyril Lacarrière de l'Opinion a tweeté, a répondu à Catherine Nel qui se vantait d'une interview exclusive de Léa Salamé. Il y avait aussi François-Xavier Ménage de TF1. Exactement. Côté exclusif, c'est des exclusivités par média, si vous voulez. En fait, il y avait une télé qui était TF1 et une radio qui était France Inter. En plus, pas de chance pour France Inter, ils ont eu du mal à la diffuser ce matin, je crois, parce qu'il y avait la grève. Et donc, quand même, il y a eu un petit cafouillage, c'est qu'il y a des traducteurs qui avaient été prévus, mais pas en japonais. Et à un moment, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, parce qu'il a parlé aussi en japonais. Oui, il a répondu aux questions. Il parle pas très bien en japonais. Il a répondu à des questions en japonais et en arabe. Absolument, il n'y avait pas de traducteur. Mais ça s'est mieux passé sur LCI que sur BFM. Sur BFM, oui, je crois effectivement qu'ils ont eu un petit loupé là-dessus, mais nous, ça s'est parfaitement bien passé et je crois que les gens étaient forcément nombreux. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y avait une attente folle, une électricité dingue. Alors, est-ce qu'il y avait une attente du public, à votre avis? C'est la question qu'on se posait. Est-ce qu'on n'a pas trop fait médiatiquement, justement, sur
sur Carlos Ghosn va parler. Moi, je pense que oui. Alors, on aura la réponse tout à l'heure. Hein. Les audiences pour les chaînes info, elles tombent à 11h. Donc, on verra. Mais moi, je pense que oui. Après, c'est du pif et c'est du doigt mouillé. Mais j'avais l'impression autour de moi que la plupart des gens, ils m'en ont parlé, ils ont regardé, et ils étaient un peu scotchés à ça. Et honnêtement, enfin, sur le plan télévisuel, c'était un spectacle assez fascinant. Oui, il était brillant. Mais c'était très frappant. Bah oui, on avait envie de le voir, on avait envie de l'entendre. Et une fois qu'il a commencé à parler, on n'a pas été déçus. Effectivement, à manier comme ça les 4 langues et à répondre et à balayer les cris comme ça d'un revers de main. Enfin, c'était un vrai moment de télé, quoi. Donc oui, je pense qu'il y avait pas mal de monde. Quel est votre meilleur souvenir C'est peut-être difficile toujours quand on pose cette question. Un grand souvenir que vous gardez de vos journaux ou un moment émouvant peut-être c'est au moment de l'assaut contre les frères Kouachi. Moi, je me suis retrouvé à l'antenne sur TF1 entre le 13h et le 20h. J'ai dû prendre l'antenne vers 15h30, 16h. C'était un moment un peu particulier parce que en fait, la nuit commençait à tomber et on pensait qu'il n'y aurait pas d'assaut à ce moment-là. Donc, on partait dans une sorte de période un peu d'attente. Donc, une espèce d'entre-deux où on était en direct depuis un petit bout de temps, puis c'était des moments émotionnellement pour nous tous, je crois, très très forts. On était complètement sur la brèche depuis plusieurs jours déjà, et donc aux alentours de 16h30, je crois, l'assaut est déclenché. Et moi, je suis sur TF1 et j'ai vécu ça sur le plateau avec les équipes jusqu'à 20h. Et c'était un moment effectivement, vous l'imaginez, très très fort pour plein de raisons, qui était, qui correspondait à ce qui se passait à ce moment-là en France. Et j'ai un souvenir de ça très 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 net, parce qu'il faut à la fois rester maître de ses émotions, parce qu'on était tous frappés, frappés. Des différents degrés évidemment, mais ça nous touchait tous en général dans nos métiers. On essaie de garder quand même une distance et d'avoir un uniforme un peu professionnel qui nous met un peu à l'abri entre guillemets des choses dont on parle et qu'on enlève quand on rentre chez soi. Et là, pas du tout. On était tous complètement imprégnés de ça, donc il fallait à la fois faire vivre cet événement tout en gardant la distance journalistique. C'était ce moment-là. Voilà. Tous les soirs sur LCI, donc 22h minuit, le grand soir avec des débatteurs. Alors effectivement, vous passez la journée, un petit peu les grands événements de la journée, et puis des polémistes qui débattent entre eux. Alors LCI, c'est vrai que c'est la chaîne du débat, c'est la chaîne qui s'est affirmée comme la chaîne du débat depuis longtemps, et nous, le soir, on est sur le débat politique. Il y a 4 représentants politiques qui viennent et qui se confrontent effectivement sur les sujets du jour. Alors on essaie de les pousser un peu, on essaie de créer la polémique entre eux, mais je crois que quand les gens viennent nous voir, ils savent ce qu'ils vont trouver, ils savent qu'il y aura du débat qu'on espère intelligent, qui va leur apporter aussi des choses. Il ne s'agit pas juste de mettre une pelote de laine au milieu de la table et puis ensuite vous vous en saisissez. On essaie d'apporter des infos en plus pour aider les gens à se faire leur opinion. À 23h, il y a un grand journal. Alors ça a l'air de rien, ça a l'air très classique, mais en fait pour nous c'est assez nouveau. C'est un nouveau rendez-vous qu'on a lancé il y a quelques semaines maintenant, de faire un journal spécifique à 23h. On renoue un peu avec les grands journaux sur LCI, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de sujets qu'on aimerait aborder avec nos débatteurs, mais qu'on ne peut pas aborder. Et le journal nous permet de les aborder, puis de raconter toutes les infos du soir, parce qu'on se rend compte depuis qu'on a tous les pushs, etc., que l'info, elle ne s'arrête jamais, et qu'après les 20h, il se passe encore des choses. Donc nous, on essaie de faire vivre cette actualité-là. Et puis ensuite, on a un face-à-face avec plein de débatteurs. Hier soir, c'était Yves Tréhard face à Serge July. Les gens sont contents, je crois, de les retrouver. On a créé des rendez-vous avec des duos. Exactement, avec des gens qui Françoise Degois, qui est souvent sur Sud Radio. Que vous connaissez aussi. Ils sont pleins. Enfin, il y a Geoffroy Lejeune, Yves Tréhard, Claude Veil, etc. Et on les retrouve le soir pour un face-à-face. On a aussi une revue de presse et les indiscrets, les petites infos de Renaud Pila, que vous connaissez, qui connaît par cœur tous les politiques et qui nous donne un peu les coulisses comme ça juste avant d'aller se coucher. Ça s'appelle Les Indiscrets Insomniaques. Je vous conseille de tenir devant le grand soir, d'abord parce que c'est passionnant et ensuite parce qu'il y a Renaud qui vous attend à la fin. Quel regard vous portez sur toutes les critiques qui depuis un an tombent sur les journalistes? Aujourd'hui, on est encore... On a d'ailleurs des auditeurs de Sud Radio qui nous disent chaîne de propagande gouvernementale, pas de neutralité, de journaleux animateurs. Moi, je dois dire que j'y ai travaillé à LCI et que je n'ai jamais reçu aucune consigne ni aucune pression de quelque sorte que ce soit. Non, je le dis en toute moi non plus, honnêteté. Franchement, c'est... de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quoi que vous disiez, vraiment, c'est quelque chose que vous mesurez sur certains sujets, sur une même phrase. Vous avez
les gens des deux camps qui vont vous insulter de la même façon. Absolument. Donc vous essayez de chercher, peut-être j'ai mis une intonation là à droite qui a détesté machin, et une virgule à gauche qui a détesté l'autre. Donc vous essayez, avec les années, vous essayez de tailler votre route, de faire ce que vous savez à peu près faire. Mais c'est vrai qu'il y a une défiance. Mais il y a une défiance. Journalistes tous pourris. Il y a une défiance. Franchement, c'est pas nouveau, hélas. Enfin, hélas pour nous et puis pour la profession, sans doute. Je pense qu'aujourd'hui, ça résonne davantage parce qu'il y a les réseaux sociaux et le moindre petit tweet, le moindre petit truc comme ça prend une résonance qui est au fond un peu disproportionnée. On l'a tous vécu. Vous vous retrouvez avec une espèce de polémique à 2 francs 50 qui est complètement grotesque sur des bêtises. Et puis 2 jours après, tout ça a disparu, a volé en éclats. Une polémique chasse l'autre. Donc il y a un moment, voilà, il faut encore une fois, il faut être un peu sûr de ses intuitions, tailler sa route. On est professionnel, on fait notre métier de la façon la plus professionnelle possible. Je dis pas qu'on est parfait, on commet certainement des erreurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaie d'être vis-à-vis de l'information le plus honnête possible. Je prêche pas pour LCI, on va pas engager un débat avec nos internautes, mais Mireille me dit c'était avant. Je pense pas que ça ait changé. Moi, j'ai connu Sarkozy, Chirac. Enfin, on n'a jamais reçu, et je ne prêche pas pour LCI ni pour qui que ce soit. Je donne mon expérience personnelle, qui est qu'on ne m'a jamais donné aucune consigne sur aucun sujet, et qu'on a eu toujours une très grande liberté, que ce soit avec Jean-Claude Dacier, Éric Revel, et encore aujourd'hui, avec je peux vous dire que des patrons Amias. comme Thierry Tuillier pour le groupe TF1 et Fabien Amias pour LCI, ce sont pas des patrons qui se laissent dicter la moindre consigne et qui nous protègent énormément. Mickaël, qui n'a pas dû écouter le début de l'émission, demande si on vous verra demain dans le grand concours des animateurs. C'est le grand évidemment. Je reviens. Alors, je suis content de revenir parce que ça fait pratiquement 2 ans et demi que j'y étais pas allé, tout simplement parce que l'enregistrement se faisait le soir. Vous entraînez en fait, vous êtes entraîné pendant allez, 2 ans et demi. Un petit scoop, vous passez la deuxième étape de 2 heures par jour. Allez, vous passez la deuxième étape. Il n'y a pas le timing là, il faut rendre. Le grand concours des animateurs, donc demain 21h05, présenté par Laurence Boccolini. On vous retrouve tous les soirs, enfin du lundi au jeudi, pour le 22h minuit. Alors, et puis dès 21h ce soir, parce qu'on a Sibeth Ndiaye qui sera en duel face à Catherine Perret de la CGT. Voilà. Ça promet. Ça promet, absolument. Rendez-vous 21h sur LCI. 21h sur LCI, et puis évidemment les journaux de TF1 pendant les vacances, mais qu'on peut regarder en dehors des vacances, même quand vous n'êtes pas là, avec l'excellent Gilles Boulot et le week-end Anne-Claire Coudray. Merci à vous, Julien Arnaud.